47 avions, 7 jours, 0 résultat. Le pont allemand sur le Dniepr était resté intact, comme si de rien n'était. 48 canons anti-aériens avaient transformé le ciel en un véritable enfer de feu. 14 autres équipages ne revinrent pas de leur mission. Et puis un type est arrivé et a dit « Je vais larguer des bombes à l'aveuglette ». Tout le monde a cru qu'il était fou. 4 septembre 1943. Nuit. Ciel couvert à 3500 mètres d'altitude. Visibilité nulle. Sous les nuages se trouve un pont. Autour du pont, 48 troncs d'arbres, chacun en attente. Il arrive à une altitude de 4000 mètres. Dans l'obscurité la plus totale. Il ne voyait rien. Ni pont, ni rivière, ni terre. Seulement les instruments. Seulement le chronomètre qu'il tenait à la main. 2 bombes sur 4 ont atteint la cible exactement. Comment est-ce possible? Comment peut-on atteindre une cible qu'on ne voit pas? Pour comprendre cela, il faut remonter 2 mois en arrière, à une chaude journée de juillet. À un homme qui a entendu ce que les autres n'ont pas entendu. Il s'appelait Nikolai Fyodorovitch Gastello. Il avait 31 ans. Capitaine dans l'aviation à long rayon d'action, il commandait une escadrille au sein du 212e régiment d'aviation de bombardement de la Garde. Il pilotait le PE-2, un bombardier en piqué conçu par Petiakov. Gastello est né à Moscou, dans le quartier de Sokolniki. Son père était mécanicien d'usine et sa mère couturière. Il avait 2 frères cadets. Il vivait dans un appartement communautaire de 6 personnes. Les fenêtres donnaient sur une cour intérieure où les enfants criaient sans cesse et où les chats couraient partout. Kolya adorait cette cour. C'est là qu'il apprit à se battre, à se faire des amis et à distinguer le bruit d'un tramway de celui d'un camion au crissement de leurs roues. Il avait toujours eu une ouïe étrange. Son professeur lui disait souvent « Gastello, tu es une chauve-souris? Entends-tu une mouche au plafond ?» Et pourtant, il entendait vraiment très bien. Il pouvait distinguer le bruit d'un moteur qui fonctionne de celui d'un moteur défectueux à 300 mètres. Il pouvait même déterminer le nombre de tours d'une machine rien qu'à l'oreille. C'était agaçant, mais ça lui était utile. Après 7 ans d'école, il commença à travailler dans une usine, comme tourneur. Son père lui avait trouvé un emploi. Kolya avait 16 ans, un garçon maigrelet aux oreilles décollées, le genre de garçon que les filles qualifiaient de trop sérieux. Il n'en était pas affecté. Il avait sa propre joie, sa machine-outil. Il adorait le bruit qu'elle faisait en coupant les copeaux. Un bruit net, cristallin, précis. 3 ans plus tard, il s'inscrivit à un aéroclub. Tout se joua lors de son premier vol. L'instructeur le plaça aux commandes d'un U-2, un biplan d'entraînement, et lui dit « Écoute le moteur ». Kolya écouta. Le moteur ronronna. Doux, puissant, assuré. Et lorsque l'avion décolla, Kolya comprit qu'il ne remonterait jamais sur cette machine. En 1939, il fut enrôlé dans l'armée. On l'affecta à l'armée de l'air. Il étudia à Balachov, à l'école de pilotage. Il pilotait bien. Il n'était pas téméraire, mais il n'avait pas peur non plus. Ses supérieurs louaient sa précision. Gastello pose une bombe comme un chirurgien avec un scalpel, avec une précision chirurgicale. Il ne leur parlait pas de son ouïe, de la façon dont, avant de larguer la bombe, il écoutait le changement de son du vent dans les haubans, le bourdonnement de l'air sous les ailes, le ronronnement du moteur. Tous ces sons formaient une image, altitude, vitesse, angle. Il ne la voyait pas de ses yeux, il l'entendait. La guerre l'a surpris en Biélorussie, le 22 juin, au matin. Il dormait dans sa baraque lorsque les bombardements ont commencé. Il s'est immédiatement souvenu du bruit des réacteurs Junker allemands, un hurlement sourd et guttural, inimitable. Il a couru dehors. Le terrain d'aviation était en flammes. 17 avions. Ils étaient simplement stationnés là, brûlants comme des allumettes. La première mission de combat eut lieu 3 jours plus tard. Bombarder un point de passage. Il était ailier. Le commandant d'escadrille, le major Kislov, les guidait à basse altitude. La DCA ouvrit le feu à 500 mètres. Les balles traçantes sillonnaient le ciel comme des lames. Gastello entendit les impacts sur la coque, distinctement, rapidement, comme un martèlement de tambour. Il largua ses bombes. Il vit l'explosion déchirer le ponton.
Il fit demi-tour et prit le chemin de la base. Kislov ne revint pas. Une semaine plus tard, Gastello commandait déjà une escadrille. Il n'était pas comme les autres commandants. Il ne criait pas, il ne jurait pas. Il parlait à voix basse, mais on lui obéissait. Avant le décollage, c'était toujours la même chose. Avez-vous vérifié le moteur? Avez-vous fixé les bombes? Bien. En avant. Pas de discours, pas de cérémonie, juste du travail. Mais le soir, quand les équipages se retrouvaient près du hangar pour fumer une cigarette, Gastello se transformait. Il racontait des histoires. Sur le Moscou d'avant-guerre, sur l'usine, sur son premier vol, et sa pensée « Ça y est, c'est à moi ». Il parlait calmement, d'une voix posée. On l'écoutait. Il y avait une assurance dans sa voix. Elle n'était ni forte, ni insistante. Elle était simplement là, comme les fondations d'une maison. Il avait une femme, Tania. Ils s'étaient rencontrés à l'aéroclub. Elle était parachutiste, petite, mince, avec des nattes. Elle avait le vertige, mais elle sautait quand même. Il tomba amoureux au premier regard. Ils se marièrent 6 mois plus tard. Ils n'eurent pas d'enfants. La guerre éclata trop vite. La dernière lettre de Tania arriva en juillet. Elle écrivait « Kolya, j'ai peur. La radio dit que les Allemands sont proches. Mais ne t'inquiète pas pour moi. Je suis forte. Tu sais, j'ai sauté en parachute. » Il garda la lettre dans la poche intérieure de sa tunique. Il ne la relut pas. Il savait juste qu'elle était là. Cela le réconfortait. Gastello avait un étrange rituel. Avant chaque vol, il fermait les yeux et restait immobile une trentaine de secondes, en silence. Un jour, le navigateur Petrov lui demanda « Camarade commandant, vous priez ?» Gastello ouvrit les yeux et sourit. « J'écoute. » « Qu'écoutez-vous » ? Tout. Il écoutait attentivement. Le bruit du vent, le vrombissement des moteurs des autres avions, les voix des mécaniciens, le canonnage lointain au front, les aboiements d'un chien au village. Tout cela composait une image du monde qu'il ne voyait pas de ses yeux, mais qu'il entendait. Et cela lui apportait quelque chose. La paix, la confiance, la compréhension. Ses camarades traitaient Gastello différemment. Le navigateur Petrov, avec respect, l'opérateur radio Korolev, avec admiration. Les mécaniciens, avec respect, car ils ne leur criaient jamais dessus pour une panne, mais demandaient « Qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi le moteur ne tourne-t-il pas correctement ?» Et ils ne comprenaient pas comment ils savaient que le moteur ne tournait pas correctement, mais ils le savaient. Mais le commandant du régiment, le lieutenant-colonel Saveliev, se méfiait de Gastello. Trop silencieux, trop calme, trop étrange. Saveliev aimait les casse-coups. Ceux qui volaient à basse altitude et hurlaient dans la radio « Frappez-les, ces salauds !» Gastello ne criait pas. Il faisait simplement son travail, avec constance, précision et professionnalisme. C'était agaçant. Un jour, Saveliev l'a convoqué à son bureau. « Gastello, pourquoi as-tu moins de pertes que les autres ?»« Je ne sais pas, camarade lieutenant-colonel. »« Vous ne savez pas ?» 13 sorties. Pas un seul avion abattu. Pas un seul membre d'équipage tué. Quoi ? Chanceux, je suppose. Saveliev plissa les yeux. Chanceux ? Ou peut-être es-tu trop prudent ? Peut-être as-tu peur ? Gastello resta silencieux. Puis il dit doucement : « Camarade lieutenant-colonel, je ne veux pas que mon peuple brûle en vain. » En vain ? Mourir en vain, c'est mourir sans avoir accompli sa tâche. J'accomplis les miennes. Et je reviens. Si c'est ce qu'on appelle la prudence, alors qu'il en soit ainsi. Saveliev le regarda longuement. Puis il fit un geste de la main. Allez-y, continuez à travailler. Gastello partit. Petrov l'attendait à la porte. Alors, tu as eu des ennuis ? Non. Que vouliez-vous ? Pour comprendre pourquoi nous ne mourrons pas. Petrov a ri sous cap. C'est une question étrange. Vous devriez être heureux, pas confus. Mais Gastello y réfléchit.
Pourquoi les autres équipages brûlaient-ils et pas le sien? La chance? Non. Il ne croyait pas à la chance. Il croyait au calcul, à la précision, à la compréhension. Et aussi au son. Toujours au son. C'est le son qui l'avertissait du danger. Lorsqu'un chasseur allemand se rapprochait de lui, Gastello entendait le changement de tonalité de l'air. Lorsqu'un obus antiaérien explosait à proximité, il entendait d'où il provenait. Lorsque le moteur commençait à tourner irrégulièrement, il l'entendait 1 minute avant que les instruments ne signalent un problème. Petrov l'appelait un 6e sens. Korolev, instinct. Gastello, lui, ne lui donnait pas de nom. Il s'en servait, tout simplement. Mais la guerre évoluait. Les Allemands renforçaient leur défense. Le nombre de canons antiaériens augmentait, tout comme celui des avions de chasse. Les missions se complexifiaient. Alors qu'auparavant, ils bombardaient les convois sur les routes, à découvert, sans défense, ils visaient désormais les ponts, les points de passage, les positions fortifiées, tout ce qui était protégé. Tout endroit où la mort pouvait survenir en un instant. Et des gens sont morts. Gastello ignorait que 2 semaines plus tard, il verrait quelque chose qui le ferait douter de tout. Qu'un mois plus tard, il concevrait une solution qui semblerait insensée. Et que 2 mois plus tard, cette méthode audacieuse sauverait des dizaines de vies et détruirait un pont que 47 équipes n'avaient pas réussi à détruire. Mais pour l'instant, il se contentait de voler, de bombarder, de revenir et d'écouter. Toujours à l'écoute. Le 27 juillet au matin, Gastello, debout près de son Peu-2, contemplait le ciel. Il était limpide, d'un bleu perçant, comme on en voit qu'en plein été. Chaud. Section. Une journée idéale pour voler. Une journée désastreuse, compte tenu de ce qui allait se passer. La mission était simple, du moins en théorie. Bombarder le point de passage allemand sur la Desna, près de Novgorod-Seversky. Les renseignements indiquaient que l'ennemi amassait des réserves et transportait du matériel. Il fallait l'en empêcher. 2 patrouilles, 6 appareils, des pilotes expérimentés. La météo était excellente. Tout devait se dérouler sans encombre. Gastello n'aimait pas le mot « devrait ». À la guerre, rien ne devrait. Tout peut mal tourner. Toujours. L'opération était commandée par le commandant Lebedev, un as de l'aviation comptant 23 missions de combat à son actif. Expérimenté. Endurci. Confiant. Lors du briefing, il désigna la carte. Approche par le nord, à basse altitude. La DCA n'aura pas le temps de réagir. Nous descendrons de 300 mètres et filerons droit devant. Des questions? Il n'y avait pas de questions. Tout était clair. Tout était simple. Trop simple. Ils décollèrent à 9h du matin. Le soleil brillait à travers le pare-brise. Gastello volait en ailier avec Lebedev. À leur droite se trouvait la seconde formation, commandée par le lieutenant Morozov. Un bon pilote, calme. Il avait 2 enfants à la maison, un garçon et une fille. Il leur avait montré une photo avant le décollage. La Desna apparut 40 minutes plus tard, un ruban d'eau gris. Le pontonnier était parfaitement visible. Les véhicules y avançaient au pas, tels des scarabées. Les Allemands ne se camouflaient même pas, visiblement persuadés que les avions soviétiques ne pourraient pas les atteindre. Lebedev mena la descente. 300 mètres, 200, 150. Vol à basse altitude. Le sol défilait sous leurs roues, les pneus frôlant presque les arbres. Rapidement. Bas. Soudain. Puis les canons antiaériens ont ouvert le feu. Tout d'un coup. Comme si quelqu'un avait donné un ordre. Gastello aperçut des éclairs au sol. Des dizaines. Il entendit le bruit des balles frappant la coque. Des traînées lumineuses sillonnaient l'air comme des lasers. Il y en avait beaucoup trop. Bien plus que ce que les renseignements avaient indiqué. « Moteur gauche !» hurla Petrov. « On est en feu !» L'avion de Lebedev a pris feu. Il a pris feu instantanément, comme une allumette. Une seconde, il volait. La seconde, il brûlait. La troisième, il s'écrasait au sol. Gastello donna un coup sec sur le manche. Un mouvement brusque vers le haut. La force G le plaqua contre son siège. Le moteur rugit.
L'avion s'éloigna de la zone de feu à toute vitesse. Mais Morozov n'est pas arrivé à temps. Son avion était recouvert de flammes. Une gerbe de feu a déchiré le fuselage du nez à la queue. Le PE-2 s'est cabré, a basculé sur son aile et s'est abîmé dans l'eau. Explosion. Une colonne d'eau et de vapeur. Sur les 6 avions, proies sont revenus. Lebedev, Morozov. Un autre équipage, le lieutenant Sokolov, tout juste sorti de l'école. Tous 3 périrent brûlés vifs. Gastello atterrit. Il sortit du cockpit. Ses jambes flageolaient, ses mains tremblaient. Il les serra en poing. En vain. Korolev, l'opérateur radio, vomissait à l'arrière de l'avion. Petrov, appuyé contre le fuselage, fumait. Ses mains tremblaient aussi. 20 canons anti-aériens, a déclaré Petrov. Au moins. Les services de renseignement en ont dénombré 8. Les renseignements étaient erronés, répondit Gastello. Elle s'est trompée. Morozov ne reverra jamais ses enfants à cause d'une erreur des services de renseignement. Gastello resta silencieux. Que dire? Le soir venu, nous avons appris que les Allemands construisaient un autre point de passage, sur le Dniepr, près de Rogatchev. Un point de passage majeur. Le pont repose sur des pontons, mais il est suffisamment solide pour supporter le passage de chars. Ils font passer une division entière. L'état-major exige sa destruction. Saveliev a convoqué une réunion. Tous les visages étaient sombres. L'objectif reste le même, déclara le lieutenant-colonel. Détruire le pont. Mais nous savons maintenant qu'il y a beaucoup de canons anti-aériens. Nous allons donc changer de tactique. Nous ne volerons pas à basse altitude. Nous arriverons d'une altitude de 3000 mètres. Piqué. Chute libre à 1000 mètres. Nous nous retirerons avant que les canons anti-aériens ne prennent pour cible. Et si on n'arrive pas à temps ? Demanda quelqu'un. On va y arriver. Mais ils ne sont pas arrivés à temps. La première attaque, 12 avions. Ils décollèrent à l'aube du 29 juillet. Gastello n'était pas du groupe. Son escadrille avait été maintenue en réserve. Il resta au sol et les regarda partir. 12 points dans le ciel. Ils rapetissaient peu à peu, puis ils disparurent. 9 personnes sont revenues 2 heures plus tard. Un équipage a transmis par radio « Nous sommes en feu. Nous atterrissons où nous pouvons. » Les 2 autres étaient portés disparus. Ils n'ont tout simplement pas pu donner de nouvelles. Le pont tenait bon. La DCA a ouvert le feu à une altitude de 2500 mètres, rapporta le commandant du groupe, le capitaine Semyonov. Un barrage de tir, un mur infranchissable. On peut passer, mais le piquet... En piquet, on est une cible immobile. Ils tirent dans la trajectoire et on fonce droit sur leurs obus. Les bombes ont-elles touché leur cible ? Je ne sais pas, il y a beaucoup de fumée. La visibilité est nulle. Peut-être qu'ils ont touché, peut-être pas. N'a pas atteint la cible. Les services de renseignement ont confirmé que le pont est intact. Il n'y a aucun dégât. La seconde attaque eut lieu le 30 juillet, en soirée. Ils pensaient que ce serait plus facile au crépuscule, la visibilité des artilleurs anti-aériens étant réduite. 9 avions. Gastello ne reprit plus les commandes. Saveliev dit « Épargnons les plus expérimentés. Laissons les jeunes tenter leur chance. » Les jeunes ont essayé. 6 sont revenus, 3 sont morts. Le pont tenait bon. Gastello sentit une tension monter en lui. Froide, lourde. Il connaissait cette sensation. C'était de la colère. Non pas contre les Allemands, contre la situation, contre son impuissance. Chaque jour, une nouvelle sortie. Chaque jour, des pertes. Chaque jour, le pont tient bon. Le 3 août, Gastello entra en guerre. La mission restait la même, construire un pont sur le Dniepr. Mais leur approche avait changé. Non plus par le nord, mais par le sud. Non plus par piquet, mais en vol horizontal. Largage à 3000 mètres d'altitude, bombardement de précision. La hauteur offre une sécurité, expliqua Saveliev. Mais elle exige de la précision. Gastello, tu es précis. Montre-moi comment faire. Gastello acquiesça. Ils décollèrent à midi. 4 avions. Son escadrille et 2 autres équipages. Petrov, comme toujours, supervisait les calculs.
Korolev vérifiait les communications. Tout était normal. Le calme régnait. Vers le but. Le Dniepr se profilait au loin, une large bande scintillante sous le soleil. Le pont était parfaitement visible, long, droit, une cible idéale. Et autour de lui des éclairs, des dizaines d'éclairs. Les Allemands ont ouvert le feu dès qu'ils ont aperçu les avions. Barrage, rapporta Petrov. Altitude 2800 mètres, densité élevée, camarade commandant. Gastello l'a vu. Des taches noires d'explosion. Elles fleurissaient dans le ciel comme des fleurs mortelles. Un mur impénétrable. Le traverser. Allons-y, dit-il. L'avion est entré dans la zone d'incendie. Un grondement. Des impacts. La voiture était ballottée comme un bateau sur les vagues. Des éclats d'obus résonnaient contre la coque. Quelque part sur la droite, une explosion. Plus proche qu'elle n'aurait dû l'être. Gastello entendit Korolev prier, à voix basse, rapidement. Les mots se fondaient en une longue prière. « Préparation au combat », a déclaré Petrov. 20 secondes. Gastello maintint l'avion sur la bonne trajectoire. Ses mains ne tremblaient pas. Ce n'était pas le moment de trembler. Il fallait travailler. 10 secondes. Une explosion. Tout près. L'avion trembla. Petrov jura. 5, 4, 3, réinitialisation. Les bombes avaient disparu. 4 500. Gastello les vit tomber, des cigares noirs contre le sol. « Faites demi-tour !» cria Petrov. Gastello tira brusquement sur le manche. L'avion piqua du nez. Une autre explosion. Encore une. Ils sautèrent hors de la zone de feu. J'ai regardé autour de moi. 2 avions sur 4. Où est le troisième ? Kuznetsov n'est pas sorti, a déclaré Korolev. Kuznetsov, 22 ans, marié il y a 1 mois. Kuznetsov n'est pas sorti, répéta Korolev, et il y avait du vide dans sa voix. Ils atterrirent, ils sortirent. Gastello alluma une cigarette. Ses mains ne tremblaient plus. Elles étaient simplement vides. 1 heure plus tard, un rapport est parvenu des services de renseignement. Le pont est intact. Les bombes sont tombées dans l'eau, à 20 mètres de la cible. 20 mètres. Kuznetsov est mort à cause de 20 mètres. Ce soir-là, Gastello était assis sur sa couchette et regardait par la fenêtre. La nuit tombait. Au loin, on entendait le grondement de l'artillerie. Ou un orage. Peu importait. Petrov entra sans frapper. Il s'assit près d'elle. Il resta silencieux. Puis il sortit une flasque et la lui tendit. Gastello refusa. « Kolia, dit Petrov, nous ne passerons pas ce pont. Nous y arrivons. On ne touchera pas. Je suis navigateur. Je compte. Altitude, 3000 pieds. Vitesse, 300 km/h. La bombe tombera dans environ 25 secondes. Pendant ce temps, le vent pourrait la dévier de 50 mètres, peut-être 100. Le pont fait 30 mètres de large, vous comprenez ? C'est comme tirer sur une pièce de monnaie à 1 km de distance, avec le vent. Nous devons le faire. Ils y étaient obligés. Et ceux qui sont morts y étaient-ils obligés aussi ? Morozov y était obligé ? Kuznetsov ? Lebedev ? Gastello le regarda. Vous suggérez donc que nous refusions ? Je suggère que nous ne mourrions pas en vain. Comment ne pas mourir en vain ? Petrov resta silencieux. Puis il se leva et partit. Gastello se retrouva seul. Il repensait au pont, aux bombes qui tombaient à proximité, à la hauteur d'où il était impossible de toucher sa cible, au canon anti-aérien qui l'empêchait de descendre. Un cercle vicieux. Pour toucher sa cible, il faut descendre. Pour survivre, il faut de l'altitude. Mais on ne peut pas toucher sa cible d'en haut. Il n'y a pas de solution. Il s'allongea, ferma les yeux, essaya de dormir. N'y parvint pas. Des images tourbillonnaient dans ma tête. Le pont, l'eau, les explosions, les avions qui s'écrasaient, les visages des morts. Morozov avec une photo de ses enfants. Kuznetsov qui s'était marié 1 mois auparavant.
Lebediev, persuadé que tout finirait bien. C'étaient tous de bons pilotes, expérimentés, courageux. Ils sont tous morts. Et le pont tient toujours. Gastello se redressa. Il avait un mal de tête terrible. Il se frotta les tempes, en vain. Je suis sorti. Août, nuit, frais. Les étoiles brillaient, aussi brillantes qu'elles le sont loin des villes. Au loin, un chien aboya. Au loin, un moteur rugit, un camion ou un char. Il se leva et écouta. Vent, feuilles, voix lointaine, moteur, aboiement. De la musique au loin, un accordéon. Quelqu'un du village joue. Katyusha sans doute, il joue toujours Katyusha. Et aussi, il écouta. Le bruit d'une explosion. Lointain, étouffé. Pas de l'artillerie. Une bombe. Une bombe a explosé quelque part. Une Allemande sans doute. Il bombarde aussi la nuit. Gastello resta immobile et écouta le bruit s'estomper. L'entendre disparaître dans le silence. Combien de temps s'était écoulé entre l'explosion et le silence ? 3 secondes ? 4 ? Il ne comprenait même pas pourquoi cette pensée s'était ancrée en lui. Elle s'était tout simplement installée, comme une écharde. Le bruit d'une explosion. Temps écoulé entre l'explosion et le silence. Il retourna à la caserne. Il s'allongea. Toujours éveillé. Quelque chose tournait en boucle dans sa tête. Quelque chose d'inquiétant. Ou de bien. Il n'arrivait pas à le comprendre. Il y avait un nouveau vol le matin. Cette fois, il y avait 6 avions. Saveliev les commandait personnellement. Il dit « Je vais vous montrer comment on fait ». Ils décollèrent à l'aube et revinrent à midi. 4 avions sur 6. Le pont tenait bon. « Je ne comprends pas », dit Saveliev lors du débriefing. Il était pâle, fatigué et furieux. « Je ne comprends pas comment on a pu rater le pont. 30 mètres. 30 mètres, putain. C'est pas un point, c'est une sacrée distance. » Du sol, oui, dit Gastello d'une voix calme. D'une hauteur de 3000 mètres, c'est un point. Je ne peux pas descendre. Je sais. Et alors, que faire ? Gastello ne répondit pas. Parce qu'il ne savait pas. Je ne savais pas encore. Mais quelque chose se passait dans sa tête. Une pensée, vague et confuse, essayait de percer. Il n'arrivait pas à la saisir. Elle lui échappait. Son, explosion, temps. Quelque chose reliait ces mots. Mais quoi ? Le 6 août, nous avons volé de nuit. Nous pensions que ce serait plus facile dans l'obscurité. Les artilleurs antiaériens ont plus de mal à repérer leurs cibles. Les artilleurs antiaériens avaient une visibilité vraiment mauvaise. Mais c'était aussi le cas de nos pilotes. Le pont était invisible dans l'obscurité. Nous avons largué les cibles à l'aide d'une boussole et de notre intuition. Toutes les bombes ont raté leur cible. Pas une seule. Tout le monde est revenu, c'était une bonne chose. Mais le pont était toujours debout. C'était une mauvaise nouvelle. Le 7 août, un raid aérien eut lieu en plein jour. Les avions décollèrent de différentes altitudes. L'objectif était de disperser les tirs de DCA. 3 avions volaient à 2000 mètres d'altitude, 3 à 4000 mètres. Ça n'a pas aidé. Les canons antiaériens tiraient sur tout le monde. Le feu était nourri. 2 avions ne sont pas revenus. Le pont a tenu bon. Gastello volait à 4000 pieds. Il largua ses bombes. Il les regarda tomber. Elles tombèrent longtemps. Très longtemps. Il compta les secondes. 1, 2, 3, 4, 26 secondes avant la détonation. 26 secondes. Un déclic se produisit dans sa tête. Mais il lui échappa de nouveau. Il ne parvint pas à le saisir. Ce soir-là, un ordre parvint du quartier général du front. Le pont devait être détruit à tout prix. Les Allemands y faisaient passer des chars, une division fraîche. S'ils ne s'arrêtaient pas, ils perceraient les défenses. À tout prix. Gastello savait ce que signifiait « à tout prix ». Cela signifiait mourir, mais accomplir sa mission. Le 8 août, il préparait un raid aérien d'envergure. 18 avions, tout le régiment, tous leurs effectifs disponibles.
Ils décidèrent d'attaquer par vagues successives. La première vague devait distraire la DCA. La seconde devait attaquer le pont. Saveliev a réuni tout le monde. « Camarades pilotes, dit-il d'une voix ferme, nous avons perdu 14 équipages en une semaine. 14. C'est la moitié du régiment. Mais le pont tient toujours. Je sais que c'est une tâche difficile, peut-être même impossible. Mais les ordres sont les ordres. Nous volons tous demain. Des questions ? Il n'y avait pas de questions. Quelle question ? Un ordre est un ordre. La patrie l'a ordonné, obéissez-y. Mourez, mais obéissez. Gastello quitta le quartier général. Il s'approcha de son avion. Il posa la main sur la carlingue. Métal froid, fiable, simple. Demain, peut-être, lui, Petrov et Korolev périront brûlés vifs dans cette voiture. Comme Morozov, comme Kuznetsov, comme Lebedev, comme tous les autres. Et le pont restera toujours debout. Parce qu'on ne peut pas frapper d'en haut. Et on ne peut pas survivre à basse altitude. Il n'y a pas de solution. Il se leva et regarda le ciel. Le soleil se couchait. Le ciel était rouge, sanglant. Et soudain, il entendit une explosion lointaine, quelque part sur le front. Une bombe ou un obus. Un bruit sourd. Puis, un écho. Écho. Elle roula dans l'air, se réfléchit sur la forêt, puis revint. Le ton changea. La hauteur changea. Le son prit vie. Et Gastello vit soudain. Pas avec les yeux, avec la tête. Son. Temps écoulé depuis l'explosion. Connaissant le temps écoulé, on peut calculer l'altitude. Connaissant l'altitude, on peut calculer le moment de la descente. Il s'est figé. Si nous larguons une bombe d'essai, chronométrons l'impact, calculons l'altitude exacte, prenons en compte le vent, et ensuite, plus larguer les ogives, dans les nuages, dans l'obscurité, à l'aveuglette, au chronomètre. C'est de la folie. C'est impossible. Cela pourrait fonctionner. Gastello retourna en courant au quartier général. Son cœur battait la chamade. Sa tête hurlait. Ça pourrait marcher. Ça pourrait marcher. Il a fait irruption dans le bureau de Saveliev. Camarade lieutenant-colonel, j'ai une idée. Saveliev leva les yeux. Quelle idée ? Bombardement sonore. Pourquoi ? Au son. Je peux expliquer. Donnez-moi 1 heure. 1 heure. Et je vous dirai comment détruire ce pont. Saveliev le regarda longuement. Puis il hocha la tête. 1 heure. Parlez. Et Gastello commença à parler. Saveliev était assis à table. Une carte était posée devant lui. Un crayon. Un cendrier rempli de mégots. Il regarda Gastello et attendit. Gastello se tenait là, les mains derrière le dos. Il cherchait ses mots. Comment expliquer ce qu'il venait de voir ? Comment traduire un son en mots ? Camarade lieutenant-colonel, commença-t-il. Nous manquons le pont car nous ne le voyons pas. À 3000 mètres d'altitude, ce n'est qu'un point. Le vent emporte les bombes. Nous l'avons manqué. Je sais, dit Saveliev. Suivant. Mais si nous ne voyons pas la cible, peut-être n'avons-nous pas besoin de la voir ? Saveliev haussa un sourcil. Je n'ai pas compris. On peut bombarder à l'aveugle. Par calcul. Par timing. Attends. Oui, voyez-vous. Gastello s'approcha de la table. Il prit un crayon. Il commença à dessiner sur la carte. La bombe tombe à une certaine vitesse. Cette vitesse dépend de l'altitude, du poids de la bombe, du vent. Mais si nous connaissons tous ces paramètres précisément... Nous ne les connaissons pas, interrompit Saveliev. Nous pouvons le découvrir, le détecter. Comment ? Gastello resta silencieux, puis il dit « Par le son ». « Au son », répéta Saveliev. Non pas une question, mais une affirmation. Comme pour vérifier s'il avait bien entendu. Oui, on largue une bombe d'essai. On chronomètre le temps entre le largage et la détonation. Connaissant l'heure d'impact, on calcule l'altitude exacte du vol. On tient compte du vent, on calcule la correction. Ensuite, on largue les vraies bombes, sans viser.
juste à l'aide d'un chronomètre. Quand le temps requis s'est écoulé à partir d'un certain point de la trajectoire, on largue. Saveliev resta silencieux. Il le regarda comme pour vérifier si le capitaine avait perdu la raison. « Gastello, dit-il lentement, vous suggérez que nous bombardions les yeux fermés ? Pas avec des cibles fermées, juste sans regarder la cible. Dans les nuages, dans le noir, peu importe. L'essentiel, c'est le calcul. Et si le calcul est erroné ? Nous allons vérifier, plusieurs fois, jusqu'à ce que ce soit correct. » Saveliev se leva. Il arpentait le bureau, les mains derrière le dos. Il réfléchissait. Gastello restait silencieux. Il attendait. « C'est de la folie », a finalement déclaré le lieutenant-colonel. « Peut-être. Cela risque de ne pas fonctionner. Peut-être. On va perdre du temps, des bombes, des gens. Nous en perdons déjà, chaque jour. » Saveliev s'arrêta. Il regarda par la fenêtre. La nuit tombait. Au loin, des éclairs, des explosions. La guerre ne s'était jamais arrêtée. « De combien avez-vous besoin ?» demanda-t-il sans se retourner. « 3 jours, peut-être une semaine. » « Nous n'avons pas une semaine. » Puis 3 jours. « Et vous êtes sûr que ça va marcher ?» Gastello marqua une pause. À une question honnête, il faut une réponse honnête. « Non, dit-il, je ne suis pas sûr, mais ça vaut le coup d'essayer. » Saveliev se retourna. « 3 jours. Si ça ne marche pas, on suivra le plan initial, c'est tout. À n'importe quel prix. Compris ? » « Compris. Allez, travaillez. » Gastello partit. Petrov resta dans le couloir. Il fumait. Il attendait. « Alors, demanda-t-il, vous ont-ils donné la permission ? » Ils l'ont autorisé. Autorisé quoi ? Bombarder à l'aveuglette. Petrov laissa tomber sa cigarette. « Êtes-vous fou ? » Peut-être, sourit Gastello. Allons-y, je vais vous expliquer. Ils se dirigèrent vers le hangar. Gastello prit la parole. Petrov écouta. D'abord avec méfiance, puis avec plus d'attention. Puis il se tut. « Arrêtez, dit-il. Arrêtez, vous voulez dire... On largue une fausse charge. On écoute l'explosion. Et on utilise ce son pour calculer notre altitude. » Oui. Mais l'altimètre indique l'altitude. L'altimètre est erroné. Il indique l'altitude au-dessus du niveau de la mer. Mais il nous faut l'altitude au-dessus du sol, depuis le fleuve, depuis le pont. L'altitude exacte, au mètre près. Petrov y réfléchit. Le temps de chute d'une bombe Fab 500 depuis une altitude de 3000 mètres, calcula-t-il mentalement, environ 25 secondes. Plus ou moins 3 secondes pour la dérive due au vent. Exactement. Si l'on mesure l'heure exacte, on obtiendra l'altitude exacte. Et connaissant l'altitude et la vitesse, on peut calculer le moment du largage. Pas besoin de voir la cible. Un chronomètre et quelques calculs suffisent. C'est... Petrov se tut. Il réfléchit. Puis il hocha lentement la tête. Ça pourrait marcher. En théorie. Mais en pratique... Nous le vérifierons en pratique. Quand ? Demain. À l'aube. Petrov rit. Nerveux. Brièvement. Kolya, tu es impossible, tu le sais ? Je sais. La nuit passa sans que Gastello ne dorme. Assis dans sa baraque, il dessinait. Du papier, un crayon, des schémas, des calculs, des chiffres. L'altitude est de 3000 mètres. La vitesse de la bombe augmente pendant sa chute. D'abord lentement, puis plus rapidement. L'accélération due à la gravité est de 10 mètres par seconde carrée. Mais la résistance de l'air la ralentit. C'est un facteur à prendre en compte. Le vent. S'il y a un vent latéral de 10 mètres par seconde, la bombe sera déviée de 250 mètres en 25 secondes de chute. Une distance énorme. Il nous faut mesurer le vent en altitude. Comment ? Lâcher une bombe fumigène. Observer sa trajectoire. Calculer sa dérive. Température de l'air, densité, tout influe sur la vitesse de chute. Trop de variables. Gastello raya un autre calcul. Il recommença. C'est peut-être plus simple. Inutile de faire des calculs théoriques. Il suffit de larguer la bombe. Chronométrer l'impact.
calculez l'altitude à partir de l'heure réelle. Utilisez ensuite ces données. Méthode empirique. Testez en pratique. Oui, c'est plus exact. Vers le matin, il somnolait, la tête posée sur la table. Korolev le réveilla. « Camarade commandant, il est 5 heures du matin. Vous aviez dit à l'aube. » Gastello releva la tête. Sa vision était floue. Il avait la tête lourde. Il se lava le visage à l'eau froide. Il se sentit mieux. Je suis sorti. Il faisait encore nuit. Mais à l'est, le jour commençait déjà à se lever. Il faisait froid. Le mois d'août touchait à sa fin. L'automne allait bientôt arriver. L'avion était stationné. Les mécaniciens étaient déjà à l'œuvre. Petrov vérifiait les instruments. Korolev vérifiait la radio. « Prêt ?» demanda Gastello. « Nous sommes prêts » répondit Petrov. « Mais je pense toujours que c'est de la folie. »« Alors ne réfléchis pas. Fais-le, tout simplement. » Ils décollèrent au moment précis où le soleil pointait à l'horizon. Le ciel se teintait de rose. Magnifique. Paisible. C'est étrange de contempler une telle beauté en pleine guerre. Il a pris de l'altitude. 3000 mètres. Gastello surveillait l'altimètre. Stabilisé. 3000. Exactement. Le stand de tir est devant nous, a déclaré Petrov. Dans 3 minutes. Le champ de tir est un terrain vague, à 20 km de l'aérodrome. Il n'y a personne. On pourrait y larguer une fausse bombe sans faire de victimes. « Préparez-vous au largage », ordonna Gastello. Une bombe à blanc est une bombe sans explosif, juste une enveloppe métallique. Elle tombe de la même manière, pèse le même poids, mais elle n'explose pas. Elle se contente de se planter dans le sol. 1 minute. Gastello sortit un chronomètre. Un chronomètre militaire. Un gros modèle. Avec une trotteuse bien visible. 30 secondes. Il tenait le chronomètre de la main gauche. Sa main droite était sur le volant. 10 secondes. 5. Réinitialisation. Clic. Le mannequin avait disparu. Gastello appuya sur le bouton du chronomètre. L'aiguille se mit en mouvement. 2e. 2. 3. Ils baissèrent les yeux. Le chant en contrebas. Petit. Le mannequin était invisible. Trop petit. Volant trop vite. 10 secondes. 15. Ça devrait arriver d'une minute à l'autre, a déclaré Petrov. 20 secondes. 21. 22. Je vois, s'écria Korolev. Une colonne de poussière dans le champ. Minuscule vue de cette hauteur, mais visible. Gastello arrêta le chronomètre. 23 secondes. Exactement. 23, dit-il à voix haute. 23, répéta Petrov. Bien noté. Poids du mannequin, 500 kg. Altimètre, 3010 mètres. Durée de la chute, 23 secondes. Encore une fois, dit Gastello, nous devons vérifier. Ils firent demi-tour, reprirent de l'altitude. Larguèrent le 2e mannequin. 24 secondes. 3e. 22 secondes. L'écart est de 2 secondes, a déclaré Petrov. C'est énorme. Le vent, répondit Gastello. Il change. Nous devons le mesurer. Ils ont largué une bombe fumigène. Ils l'ont regardé dériver latéralement sur une centaine de mètres lors de sa chute. Vent d'est, a déclaré Petrov. Vitesse d'environ 5 mètres, dérive d'environ 100 mètres. Il faut donc viser 100 mètres à gauche, a dit Gastello. Notez-le. Ils retournèrent à la base. Gastello ressentit une vive excitation. Ça fonctionnait. Pour l'instant, seulement sur des appareils factices, sur un terrain vague, mais ça fonctionnait. Saveliev attendait au hangar. « Eh bien ?» demanda-t-il. « La méthode fonctionne. Nous pouvons calculer l'altitude en fonction du temps de chute. Nous pouvons tenir compte du vent. Il nous faut maintenant la tester sur une cible réelle. » Lequel ? N'importe lequel. Il vous faut un point de repère. Un pont, une route, un bâtiment. Quelque chose que vous pouvez viser. Saveliev pensa. Il y a un vieux pont, à 50 km d'ici. Les Allemands l'ont abandonné. Les nôtres ne l'utilisent pas. Vous pouvez le bombarder, aucun problème. Donne-moi aujourd'hui. Essayons. Je vais te donner des bombes d'entraînement,
à charge réduite. C'est dommage de gaspiller de vraies bombes pour des expériences. Merci, camarade lieutenant-colonel. Ils ont volé à nouveau, en journée. Cette fois avec de vraies bombes. Des petites, 50 kilos chacune, mais de vraies bombes. Le vieux pont était en bois, étroit, à moitié en ruine. Mais on le voyait parfaitement. Il enjambait une petite rivière d'une trentaine de mètres de large. Gastello a pénétré à une altitude de 2000 mètres. Plus bas que d'habitude. Plus facile à toucher. Mode combat, a déclaré Petrov. Inutile, répondit Gastello. Nous ne suivons pas une cible, nous suivons le temps. À l'heure ? Mais comment savoir quand réinitialiser ? Vous allez le découvrir maintenant. Gastello volait droit devant lui, régulièrement. Chronomètre à la main. Il chronométra le moment où l'avion franchit le point de repère, une bifurcation 3 km avant le pont. 3 km. La vitesse est de 300 km/h. Cela représente 5 km par minute. 3 km correspondent à 36 secondes. Ajoutez à cela le temps de chute de la bombe depuis une hauteur de 2000 mètres. Environ 18 secondes. Un total de 54 secondes s'écoule entre le point de repère et le moment où la bombe doit tomber sur le pont. Mais vous devez le réinitialiser 18 secondes plus tôt. Donc, 36 secondes après le point de référence, il y aura une réinitialisation. Petrov, dit Gastello. La réinitialisation a lieu dans 30 secondes. Comptez sur moi. Quoi ? Mais je ne vois pas le pont. Vous n'avez pas besoin de voir. Comptez. 30, 29, 28. Petrov a compté. Gastello a maintenu le cap. Droit, précis, sans déviation. 10, 9, 8. Camarade commandant, il y a un pont sur la droite, cria Korolev. Nous l'avons passé. Silence, dit calmement Gastello. Je compte. 5, 4, 3, 2, 1. Remise à zéro. La bombe a explosé. Ils baissèrent les yeux. La bombe tombait. Elle tombait. Le vent la portait. Le sol se rapprochait. Explosion. À 50 mètres du pont. Manqué. Raté, souffla Petrov. Gastello resta silencieux. Il réfléchissait. 50 mètres. Pourquoi ? Le vent. Ils n'ont pas tenu compte du vent à cette altitude. Il est différent. Plus fort. Encore une fois, dit-il. Ils revinrent. Deuxième passage. Gastello largua alors le leurre fumigène. Il observa sa trajectoire. Démolition, 70 mètres. Il faut donc le réinitialiser plus tôt, a-t-il dit, de 5 secondes. Troisième approche. Ils ont compté. 30 secondes. 20. 10. Réinitialisation. Explosion. À 20 mètres du pont. Plus près. Encore une fois. Quatrième tentative. Encore 2 secondes d'ajustement. Explosion. Coup direct. Le pont s'embrasa. Des éclats de bois volèrent en éclats. La travée centrale s'effondra dans l'eau. « C'est bon !» cria Korolev. « On l'a !» Petrov resta silencieux. Il baissa les yeux vers les débris fumants du pont. Puis il se tourna vers Gastello. « Kolia, dit-il, ça marche. Ça marche, putain !» Gastello sourit, pour la première fois en 2 semaines. « Bravo !» Ils regagnèrent la base. Saveliev se tenait près du hangar. À proximité se trouvaient 3 autres officiers. Un commandant du quartier général et 2 commandants d'escadron. « Vous l'avez compris » demanda Saveliev. « Compris » répondit Gastello. « Au 4e essai » a ajouté Petrov. À partir du 4e, Saveliev secoua la tête. « C'est beaucoup. »« Nous avons appris » a déclaré Gastello. « Maintenant, nous savons comment faire. La prochaine fois, nous atteindrons la cible du premier coup. » « Bien sûr. »« Oui. » Saveliev se tourna vers le major depuis le quartier général. « Que dites-vous » Le commandant haussa les épaules. « Ça paraît fou. Mais si ça marche... »
Il faut le tester à nouveau, sur une vraie cible, sous le feu ennemi. Sous le feu des critiques, répéta Gastello. D'accord. Quand? Demain, dit Saveliev. Il y a un point de passage allemand, sur la Sauze, un pont de bateau. Il y a beaucoup de canons anti-aériens, mais pas autant que sur le Dniepr. Voulez-vous essayer? Je vais essayer. Un avion. Votre équipage. Si vous atteignez votre cible, nous préparerons un raid aérien majeur sur le Dniepr. Sinon, il n'acheva pas. Ce n'était pas nécessaire. Gastello avait compris de toute façon. Sinon, la méthode échoue. Et demain, ils s'envoleront tous comme prévu, à n'importe quel prix. Et beaucoup ne reviendront pas. Ce soir-là, Gastello était assis dans la caserne. Devant lui, une carte. La rivière Sauze. Un pont. Des points de repère. Il calculait. Distance, temps, vitesse. Petrov entra et s'assit à côté de moi. « Tu ne veux pas dormir ? Plus tard, il faut calculer l'itinéraire. Je vais trouver le chemin. C'est mon boulot. Et toi, tu te reposes. » Gastello secoua la tête. « Je n'y arrive pas. J'ai la tête qui tourne. » Qu'est-ce qui tourne ? Tout. Les chiffres, les sons, le temps. Si je me trompe ne serait-ce que d'1 seconde, je suis fichu. Si je me trompe de 2 secondes, je suis vraiment fichu. Vous ne vous tromperez pas. Comment savez-vous ? Petrov rit. Kolya, ça fait 3 ans que je vole avec toi. J'ai vu comment tu travailles. Tu ne fais jamais d'erreur de calcul. Jamais. Tu as une machine à calculer dans la tête, plus précise que n'importe quel appareil. Les appareils ne se fatiguent pas, mais moi, je suis fatigué. Alors va dormir. Tu as besoin d'avoir les idées claires. Gastello le regarda. Petya, et si ça ne marche pas ? Et si je rate demain ? Alors essayons encore. Il n'y aura pas de seconde chance. Un ordre est un ordre. Si ma méthode ne fonctionne pas demain, après-demain, nous partirons tous. Direction le Dniepr. En plein dans le mille. Et beaucoup ne reviendront pas. Petrov resta silencieux. Alors ne ratez pas votre cible, dit-il simplement. Gastello laissa échapper un petit rire. Petrov avait toujours le don de rétablir la clarté en une seule phrase. Je ne raterai pas. Bien. Maintenant, dormez. C'est un ordre. Je suis l'officier supérieur à bord après vous. J'ai le droit de donner des ordres quand le commandant se comporte stupidement. Gastello s'allongea. Il ferma les yeux. Il ne parvint pas à s'endormir. Il comptait mentalement. Kilomètres, secondes, mètres, altitude, vitesse, vent. Tout doit être parfaitement synchronisé, à la seconde près, jusqu'à 1 mètre. Je me suis endormi le matin. Je me suis réveillé en entendant la voix de Korolev. « Camarade commandant, il est 6 heures du matin, décollage à 7 heures. » Je me suis lavé, je me suis habillé, j'ai pris mon petit déjeuner, du porridge, du pain, du thé. Je n'avais pas faim, mais il le fallait. J'aurais besoin de force pour le vol. Je suis sorti. C'était l'aube. Ciel nuageux, basse altitude, environ 800 mètres. Des nuages, dit Petrov. C'est une bonne chose. Cela complique la tâche des artilleurs anti-aériens pour viser. Et il est plus difficile pour nous de viser, a répondu Gastello. Nous n'avons pas besoin de viser, nous avons besoin de compter. C'est vrai, ils n'ont pas besoin de voir le pont, ils ont seulement besoin du chronomètre. Ils s'approchèrent de l'avion. Les mécaniciens avaient déjà tout vérifié. Le moteur était chaud, les bombes étaient fixées. 4-500. Des bombes actives. L'avion est prêt, camarade capitaine, rapporta le mécanicien principal Voronov. Le moteur est en bon état. Le niveau de carburant est plein. Les bombes FAB 500 sont armées. Merci Voronov. Gastello fit le tour de l'avion. Il toucha la carlingue. Elle était froide. La matinée était fraîche. « Eh bien, petit oiseau, murmura-t-il, allons-nous voler ?» L'avion était silencieux. Le fer ne réagissait pas. Mais Gastello parlait toujours aux machines. Elles ne répondaient pas par des mots, mais par des moteurs, des sons, des vibrations. Elles répondaient. Il monta dans le cockpit. Petrov le suivit. «
Korolev prit place dans le cockpit arrière, à la mitrailleuse. « Prêt ?» demanda Gastello. « Prêt », répondit Petrov. « Prêt », répondit Korolev par le système de communication de l'avion. « Alors envolons-nous » Le moteur rugit. L'avion trembla. Gastello écouta le bruit. Doux, puissant. Un moteur en pleine forme. Un bon moteur. Décollage. La Terre a disparu. Le ciel les a accueillis. Des nuages de 1000 mètres de haut. Épais. Gris. Nous y sommes entrés. Il a fait nuit. La visibilité était de 10 mètres. Un voile gris cotonneux nous enveloppait. En altitude, 2000, 2000 et demi, 3000, au-dessus des nuages. Le soleil m'éblouissait. Au-dessus des nuages, le soleil brille toujours. Le ciel est toujours dégagé. La guerre fait rage en bas, sous le voile cotonneux des nuages. Et ici, le silence, la paix, la beauté. « Cap sur la cible », dit Petrov. 30 minutes. Gastello volait. Avec douceur. Calme. Les calculs lui traversaient l'esprit. Altitude, 3000 mètres. Vitesse, 300 km/h. Vent. Il fallait vérifier le vent. « Je vais larguer une bombe fumigène », a-t-il déclaré. Le sabre s'éloigna. Ils observèrent. Une longue traînée de fumée s'échappait. Il fut emporté. Sur le côté, à gauche, vent d'ouest. Environ 7 mètres par seconde. « Le vent est fort », a déclaré Petrov. « La dérive est importante. »« Nous en tiendrons compte », a répondu Gastello. Ils continuèrent leur vol. Les nuages en contrebas se dissipèrent. La terre apparut. Des champs, des forêts, des routes. Et devant eux, le ruban gris du fleuve. Soz. La cible est devant nous, a déclaré Petrov. À 10 km. Gastello prit le chronomètre. Il essuya le verre avec sa manche, il vérifia le mécanisme. Il fonctionnait. « Je vois le pont !» s'écria Korolev. Gastello ne regardait pas le pont. Il fixait un point de repère, une haute colline à droite du fleuve, bien visible, claire. Lorsque l'avion aura survolé la colline, il appuiera sur le bouton du chronomètre. Et le compte à rebours commencera. La distance entre la colline et le pont est de 4 km. Le temps de vol à une vitesse de 300 km/h est de 48 secondes. Le temps de chute de la bombe depuis une hauteur de 3000 mètres est de 24 secondes. La dérive due au vent est d'environ 150 mètres. Cela représente 2 secondes de correction supplémentaire. Cela signifie que vous devez réinitialiser 22 secondes après la montée. Tout est calculé. Tout est prêt. « Canon anti-aérien !» cria Korolev. « Ouvrez le feu !» Des taches noires d'explosion. Devant, sur le côté. Les Allemands tiraient. Mais l'avion était haut. Les explosions ne pouvaient pas l'atteindre. « Au revoir. »« La colline est en contrebas », a déclaré Petrov. Gastello appuya sur le bouton du chronomètre. Les aiguilles se mirent en mouvement. 1 seconde, 2, 3... L'avion volait, en douceur, sans déviation. Gastello tenait le manche à balai d'une poigne de fer. Pas 1 degré de déviation, pas 1 mètre de déviation. 10 secondes, 12, 15... Les canons anti-aériens tiraient plus fréquemment, de plus près. L'avion était secoué par les ondes de choc. « Tiens bon, petit oiseau », murmura Gastello. « Tiens bon. » 20 secondes. 21. « Réinitialisation !» cria-t-il. Petrov actionna le levier. Les bombes avaient disparu. 4 bombes de 500 tonnes. 2 tonnes de morts. L'avion a rebondi et a largué sa cargaison. « Faites demi-tour !» ordonna Gastello. Il a brusquement posé l'avion sur son aile. Il s'est retourné. Il fuyait la zone de feu. Et à ce moment-là, je l'ai entendu. Explosion. Lointaine. Étouffée. 1 seconde. 3e. 4e. Ils se retournèrent. Un pont ? Pas de pont.
À la place d'un pont, il y a des colonnes d'eau et de fumée. « On vous a touché !» hurla Korolev. « On vous a touché, camarade commandant. Le pont a été détruit. » Petrov resta silencieux. Il baissa les yeux. Puis il se tourna vers Gastello. « Kolya, dit-il doucement, tu l'as fait. Tu as cassé le pont. Aveuglément. Tu as putain de cassé le pont aveuglément. » Gastello ne répondit pas. Il s'envola. Chez lui. Vers les siens. Sain et sauf. Et mon âme a chanté. Ça marche. La méthode fonctionne. Nous avons atterri. Saveliev se tenait près du hangar, le visage impassible. À côté de lui se trouvait un commandant du quartier général. 3 autres officiers. « Eh bien ?» demanda Saveliev. « Touché !» répondit Gastello. « Le pont est détruit. Les 4 bombes ont atteint leur cible. » Saveliev resta silencieux. Longtemps. Puis il se tourna vers le major. « Avez-vous vu le rapport des services de renseignement ?» Le major acquiesça. « Je l'ai vu. Le pont est détruit, complètement, c'est... » Il secoua la tête. « C'est incroyable. »« Incroyable mais vrai, » dit Saveliev. Il regarda Gastello. « Capitaine, votre méthode fonctionne. Préparons-nous maintenant pour l'essentiel. Le pont sur le Dniepr. » Gastello acquiesça. « Quand ?»« Dans 3 jours. Il faut préparer les équipes, leur enseigner votre méthode. Pouvez-vous le faire ?»« Je peux. » Saveliev tendit la main. « Merci, capitaine. Vous venez de sauver des dizaines de vies. Et ce n'est que le début. » Gastello lui serra la main, ferme, chaleureuse, celle du commandant. « J'ai simplement fait mon travail, camarade lieutenant-colonel. Chacun fait son travail. Mais inventer quelque chose de nouveau, ce n'est pas du travail. C'est du talent. 3 jours. 72 heures. » Gastello enseigna, raconta, expliquera, montra. Ils formèrent 8 équipes, les meilleurs navigateurs du régiment. Il leur expliqua la méthode, en termes simples, sans formule compliquée. Voyez-vous, camarades, l'idée est simple. Vous suivez un itinéraire. Vous chronométrez le temps à partir du point de référence. Vous comptez les secondes. Lorsque la bonne seconde arrive, vous remettez le compteur à 0. C'est tout. Vous n'avez pas besoin de voir la cible. Il suffit de compter. « Et si on se perd ?» demanda l'un des navigateurs, un jeune lieutenant nommé Sokolov. « Vous ne vous perdrez pas. Vous avez un chronomètre, vous avez une boussole, vous avez un moyen de calculer. Fiez-vous aux chiffres. »« Mais moi, j'ai l'habitude de viser, » dit un autre. « Je vois une cible et je tire. Et ici... »« Fiez-vous à votre raison, pas à vos yeux, » a déclaré Gastello. « Vos yeux peuvent vous tromper. Les chiffres, eux, ne le peuvent pas. » Ils se sont entraînés. Ils ont volé. Ils ont largué des mannequins sur le vieux pont, sur le passage à niveau abandonné, sur les maquettes. Au début, ça ne s'est pas bien passé. Des tirs manqués à 100, 200 mètres. Alors mieux, 50 mètres. Alors encore mieux, 20 chacun. À la fin du 3e jour, 6 équipages sur 8 atteignaient la cible de manière constante, avec un écart ne dépassant pas 15 mètres. Ça suffit. Le pont sur le Dniepr fait 30 mètres de large. Si une bombe tombe à 15 mètres, elle touchera le tablier. Le soir du 3e jour, Saveliev réunit tout le monde. « Camarades pilotes, dit-il, demain vous effectuerez la mission la plus difficile de toute la guerre. Le pont sur le Dniepr est gardé par 48 canons antiaériens. 14 de nos équipages y ont perdu la vie. 47 avions n'ont rien pu accomplir pendant 1 semaine. Mais demain, vous réussirez là où ils ont échoué. Car vous avez la méthode du capitaine Gastello. Croyez en lui, croyez en vous, et tout se passera bien. » Silence. Puis quelqu'un a dit « Et si ça ne marche pas ?»« Ça marchera, » répondit Saveliev d'un ton ferme. « Ça marchera, à coup sûr. » Gastello se tenait à l'écart, à l'écoute. Une douce chaleur l'envahissait. Une sensation étrange. De la fierté ? Sans doute. Il avait inventé une méthode. Il l'avait enseignée. Désormais, sa méthode allait sauver des vies. Si ça marche ? Non. Quand ça marchera ? Gastello ne ferma pas l'œil de la nuit.
Encore une fois. Il compta, vérifie, revérifie. Tout devait être précis, à la seconde près. Le matin du 4 septembre, à 5 heures, Petrov le réveilla. « Kolia, lève-toi, l'avion décolle dans 2 heures. » Gastello se redressa. Il avait les idées claires. Étrange. D'habitude, après une nuit blanche, il se sent lourd. Mais là, il avait les idées claires. Le corps comprend. Aujourd'hui, l'erreur n'est plus permise. Il s'habilla. Il sortit. Il faisait froid. C'était en septembre. Un brouillard épais recouvrait le sol. Le ciel était couvert, nuageux. Parfait. C'était exactement le temps qu'il nous fallait. Les avions étaient stationnés. 8 appareils, 8 équipages, 24 personnes. Tous croyaient en sa méthode. Tous lui faisaient confiance. « Je ne peux pas te laisser tomber. »« Êtes-vous prêt » demanda Saveliev. « Prêt, camarade lieutenant-colonel. »« Alors en avant, vers le Dniepr, vers le pont, montrez aux Allemands ce qu'est la précision soviétique. » Ils décollèrent. 8 avions. Gastello menait le groupe. Les autres suivirent, en formation. Magnifique, puissant. Nous avons pris de l'altitude. 4000 mètres. Plus haut que d'habitude. Au-dessus des nuages, vers le soleil, dans le silence. « Cap sur la cible », a déclaré Petrov. 50 minutes. Gastello volait. Sa tête décomptait les secondes. Minutes. Kilomètres. Tout est calculé. Tout est prêt. Le Dniepr apparut au loin. Un large ruban d'argent. Magnifique. Paisible. Et dessus se trouve un pont. Le but. Les canons antiaériens sont silencieux, a déclaré Korolev. Ils ne peuvent pas nous voir. Les nuages nous masquent. C'est exact. Les avions volaient au-dessus des nuages. On ne peut pas les voir du sol. On entend seulement le vrombissement de leurs moteurs. Mais on ignore où ils se trouvent exactement. Préparation au combat, a déclaré Petrov. 5 minutes. Gastello prit le chronomètre. Il essuya le verre. Je vérifiai le mécanisme. Le point de repère est devant nous, a déclaré Petrov. Dans 3 minutes. Mon cœur battait régulièrement. Mes mains ne tremblaient pas. J'avais les idées claires. Tout était parfait. 1 minute. Gastello baissa les yeux. Les contours du sol se devinaient à travers les nuages. Brumeux, flou. Mais un repère était visible. Une colline, de forme particulière. 30 secondes. « Groupe, préparez-vous », annonça Gastello dans la radio. « Course d'orientation dans 30 secondes. Tout le monde, allumez vos chronomètres. » Le premier a compris. Le deuxième a compris. Le troisième compris. Les voix des équipages. Calmes, confiantes. Ils sont prêts. 10 secondes. 5. Point de repère. Gastello appuya sur le bouton du chronomètre. Des cliquetis provenaient de la radio. Les autres avaient également allumé la leur. La flèche a bougé. Le compte à rebours a commencé. 1 seconde. 2. 3. 8 avions traversaient les nuages, en formation, régulièrement. En dessous, rien n'était visible, seulement du brouillard grisâtre. Mais Gastello ne baissa pas les yeux. Il regarda le chronomètre. 10 secondes. 12. 15. Le silence régnait à la radio. Chacun comptait à rebours. Chacun avait son propre décompte. Chacun connaissait sa propre seconde. « Les canons antiaériens ont ouvert le feu !» cria Korolev. Gastello l'entendit. Des bruits sourds en contrebas, sous les nuages. Les Allemands tiraient à l'aveuglette. Ils entendaient les moteurs. Ils tiraient là où ils pensaient que se trouvaient les avions. Mais les avions se trouvaient à un autre endroit. 20 secondes. 21. « Préparez-vous au largage », annonça Gastello dans la radio. 5 secondes. Le premier est prêt. Le deuxième est prêt. Le troisième est prêt. 24 secondes. 25. Réinitialisé. Petrov actionna le levier. Les bombes avaient disparu. 4 cigares noirs dans le coton blanc des nuages.
Les verrous de la radio cliquetèrent. Les autres équipages se détachaient également, un par un, chacun à sa seconde. « Faites demi-tour !» ordonna Gastello. Il posa l'avion sur l'aile. Il partait. Les autres suivirent, en formation, rapidement. La DCA tirait, frénétiquement, avec une violence inouïe. Des taches noires d'explosion zébraient les nuages. Mais les avions étaient déjà loin, rapides, insaisissables. « Des explosions !» cria Korolev. « J'entends des explosions !» Gastello l'entendit aussi. Des bruits sourds. 1, 2, 3, encore. Ils ont surgi des nuages. Ils se sont retournés. Ils ont regardé en arrière. Pont. Il n'y a pas de pont. Au lieu d'un pont, il y avait de la fumée, du feu, des colonnes d'eau. Des morceaux de ponton flottaient au fil de l'eau. Les berges fumaient. Des canons anti-aériens, couverts d'éclats d'obus, brûlaient dessus. Le pont n'est pas seulement détruit, il est anéanti, effacé, comme s'il n'avait jamais existé. « Compris !» hurla Korolev. « Le pont est détruit. Toutes les bombes ont atteint leur cible. » Gastello resta silencieux. Il contemplait les ruines fumantes. Il était en proie à une forte émotion. Joie, soulagement, fierté. Tous ensemble. « Groupe, signalez la situation », a-t-il dit à la radio. « Le premier est sain et sauf, on y retourne. Le deuxième est sain et sauf, rentrons à la maison. La troisième a un trou dans l'aile, mais elle roule, je vais y arriver. Tout le monde est vivant, tout le monde va revenir. Pour la première fois depuis une semaine, tout le monde est en vie. J'ai envie de chanter, dit Korolev. Camarade commandant, puis-je me joindre à vous ? Chante, autorisa Gastello. Et Korolev se mit à chanter. Fort, faux, mais du fond du cœur. Katyusha est sortie sur le rivage, vers la haute rive, vers la pente abrupte. Petrov décrocha. Gastello resta silencieux. Mais il souriait, largement, ouvertement. Ils rentraient chez eux en avion, sains et saufs, vainqueurs. Nous avons atterri. Tout le régiment était sur le terrain d'aviation. Les mécaniciens, les techniciens, les commandants, les pilotes qui n'avaient pas volé. Tout le monde est resté là, à regarder. Gastello sortit du cockpit. Ses jambes flageolaient. Non pas de peur, mais d'épuisement. Il n'avait pas dormi depuis 2 jours. Calculé, vérifié, étudié, volé. Vous pouvez maintenant pousser un soupir de soulagement. Saveliev s'approcha de moi. Son visage était sévère, mais ses yeux brillaient. « Faites rapport de la situation, capitaine. » « Le pont est détruit, camarade lieutenant-colonel. Tous les équipages sont rentrés. Il n'y a pas de victimes. »« Il n'y a pas de victimes, » répéta Saveliev, lentement, comme s'il n'y croyait pas. « Vous avez entendu ? Il n'y a pas de victimes. » Il se tourna pour faire face à la ligne. « Camarade pilote, le capitaine Gastello et ses équipages ont accompli l'impossible. Ils ont détruit le pont que 47 avions n'ont pas pu atteindre, et ils sont tous revenus, sains et saufs. » Silence. Puis, un cri. « Hurrah! Hurrah! Hurrah !» Les pilotes se sont précipités vers les équipages. Ils les ont serrés dans leurs bras, leur ont tapoté l'épaule et les ont bercés. Gastello se tenait à l'écart. Il observait. Il souriait. Saveliev s'approcha et lui tendit la main. « Merci, Nikolai Fedorovitch. Vous avez sauvé de nombreuses vies aujourd'hui. Et vous en sauverez encore plus. Votre méthode sera utilisée par tous nos bombardiers. C'est une révolution tactique. Vous comprenez ? » Gastello serra la main. Je me contentais d'écouter, camarade lieutenant-colonel. J'écoutais les sons et je comptais. Tu as fait plus. Tu as réfléchi. Et ça vaut plus que l'or à la guerre. Il y eut un banquet le soir. Modeste, frontline, vodka, pain, saindoux. Mais l'ambiance était festive. Saveliev leva son verre. Pour le capitaine Gastello, pour sa méthode, pour nos pilotes. Pour Gastello, ont répondu tous en chœur. Gastello prit un verre. Pour la première fois depuis le début de la guerre,
D'habitude, ils ne buvaient pas. Mais aujourd'hui, ils le pouvaient. Ils parlèrent longuement, ils discutèrent de ce qui s'était passé, de la peur, de l'excitation, des nuages qui recouvraient tout, des tirs aveugles de la DCA, de la façon dont ils comptaient les secondes, de la chute. Et comment les explosions ont réduit le pont en miettes. « Vous savez ce qui est le plus étrange ?» dit le jeune lieutenant Sokolov. « J'ai passé ma vie à apprendre à viser. La visée, le viseur de bombardement, la précision. Mais là, ne regardez pas la cible. Regardez votre montre. Et voici le résultat. J'ai touché ma cible avec une précision inégalée. »« Parce que vous avez fait confiance au calcul, » répondit Gastello. « Les yeux trompent. Les chiffres, eux, ne trompent pas. »« Mais comment avez-vous deviné ?» demanda quelqu'un. « Comment cette idée vous est-elle venue ?» Gastello pensa. « Le bruit, dit-il. J'ai entendu une explosion, au loin. Et je me suis demandé combien de temps s'est écoulé entre l'explosion et le silence. Et puis je me suis dit, si je connais l'heure à laquelle la bombe est tombée, je connais tout le reste. L'altitude, la vitesse, le moment du largage, tout. »« Génial, dit Petrov. Une personne ordinaire entend une explosion et se demande où est-elle passée. Mais Gastello entend une explosion et se demande comment puis-je utiliser cela au combat. Tout le monde a ri, Gastello aussi. La fête s'est terminée après minuit. Gastello est sorti, pour respirer. Il avait la tête qui tournait, non pas à cause de la vodka, mais à cause de la fatigue. Le ciel était dégagé, les étoiles brillaient. Au loin, le tonnerre grondait. Le front. Ça ne s'arrêtait jamais. Jamais. Mais aujourd'hui, ils ont gagné. Une petite victoire. Un pont. Une tâche. Mais ils ont gagné. Combien de ponts supplémentaires ? Combien de tâches supplémentaires ? Peu importe. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et demain, ce sera demain. Il resta là un instant de plus. Il écouta. Le vent. Les feuilles. Le canonnage lointain. Tous les mêmes sons. Mais maintenant, ils sonnaient différemment. Joyeux. Plus lumineux. La guerre continua. Mais ils trouvèrent le moyen de gagner. Et c'était l'essentiel. Le matin du 5 septembre, Gastello reçut un rapport. Saveliev le convoqua au quartier général. Un document se trouvait sur le bureau. Il portait la mention « secret » et le sceau du quartier général du front. « Lisez », dit le lieutenant-colonel. Gastello prit le journal et lut. À chaque ligne, ses yeux s'écarquillaient. La méthode de bombardement à l'aveugle mise au point par le capitaine N.F. Gastello s'est avérée exceptionnellement efficace. Le taux de réussite est passé de 15 à 70%. Les pertes d'avions ont été réduites d'un facteur 4. Son application est recommandée dans toutes les unités d'aviation de bombardiers à long rayon d'action. Vinrent ensuite les signatures. Commandant du front, chef d'état-major, commandant des forces aériennes du front. « Félicitations, dit Saveliev. Votre méthode a été approuvée sur le terrain. Une commission de Moscou arrivera dans une semaine. Vous l'enseignerez ensuite à d'autres. »« D'autres » demanda Gastello. « Commandant de régiment aérien, instructeur. Votre méthode sera intégrée au manuel de combat des bombardiers. Vous comprenez ce que cela signifie ?» Gastello resta silencieux. Il ne comprit pas tout de suite. Puis, la lumière lui apparut. Cela signifie que désormais, tous les bombardiers soviétiques utiliseront sa méthode. Absolument tous. De la mer Baltique au Pacifique, des milliers d'appareils, des dizaines de milliers de sorties. Et cela permettra de sauver des milliers de vies. Je ne sais pas quoi dire, camarade lieutenant-colonel. Ne dis rien. Prépare-toi. Dans 3 jours, tu t'envoles pour Moscou, pour le quartier général de l'armée de l'air. Ils t'y attendent. Gastello quitta le quartier général. Il avait la tête qui tournait. Moscou, le quartier général de l'armée de l'air. Lui, un simple capitaine de province, allait donner des cours à des généraux. Petrov attendait sur le perron, allumant une cigarette. Il vit le visage de Gastello et demanda « Que s'est-il passé? Une récompense ?» « Mieux, répondit Gastello. La méthode a été approuvée.
Elle est mise en œuvre partout. Petrov siffla. Partout. Kolia, comprends-tu ce que tu as fait? Tu as changé le cours de la guerre. Un homme, une méthode, et la guerre a changé. Rien n'a changé, rétorqua Gastello. On meurt juste moins, maintenant. C'est le changement de cap de la guerre, imbécile. Ils se rendirent aux avions. Les mécaniciens étaient à l'œuvre. Ils réparaient les trous, changeaient l'huile, le travail habituel. Voronov, le mécanicien principal, aperçut Gastello et s'approcha. « Camarade capitaine, puis-je vous poser une question ?» ?»« Demandez. Est-il vrai que tout le monde utilisera votre méthode ?»« Est-ce vrai ?» Voronov resta silencieux. Puis il dit « J'ai un frère dans un autre régiment, le plus jeune. Il a 19 ans. Il est mitrailleur dans l'aviation. Je m'inquiète pour lui. Je m'inquiète pour lui tous les jours. Et maintenant, peut-être que j'aurai moins peur. Merci, camarade capitaine. » Il lui tendit la main. Gastello la serra. Une main forte, calleuse, une main de travailleur. De rien, Voronov. Je voulais simplement éviter que des gens ne brûlent en vain. Exactement. Pour que ce ne soit pas en vain. Gastello passe 3 jours à se préparer, à écrire, à rédiger des instructions, à dessiner des schémas, à expliquer par écrit ce qui, auparavant, n'existait que dans sa tête. Comment calculer l'altitude à partir du temps de chute d'une bombe d'essai? Comment mesurer le vent avec des fumigènes? Comment prendre en compte la température de l'air et sa densité? Comment choisir les points de repère pour le timing? Comment synchroniser les chronomètres avant le départ? Comment coordonner les actions d'un groupe d'avions lors d'un bombardement à l'aveugle? Tout cela devait être présenté simplement et clairement, afin que n'importe quel pilote puisse lire et comprendre. Petrov a apporté son aide. C'était un bon navigateur et il savait expliquer les choses. Ensemble, ils ont créé un document qui allait plus tard s'intituler « Méthodologie pour le bombardement des cibles invisibles du système Gastello ». Le 8 septembre, Gastello s'est envolé pour Moscou. Seul, sans équipage, en tant que passager d'un avion de transport. Moscou l'accueillit sous une pluie froide. Le mois de septembre avait été pluvieux cette année-là. Gastello n'était pas retourné dans la capitale depuis 1939, date à laquelle il avait été affecté à l'armée de l'air. La ville a changé. Elle est devenue plus sombre, plus belliqueuse. Des canons anti-aériens sur les toits, des filets de camouflage, des barricades dans les rues. La guerre est arrivée ici aussi. Il fut accueilli par un commandant de l'état-major de l'armée de l'air. Jeune, une trentaine d'années, il arborait l'ordre du drapeau rouge sur sa poitrine. Capitaine Gastello? J.E. Commandant Zotov, veuillez vous indiquer le chemin. Le commandement vous attend. Ils traversèrent toute la ville en voiture. Gastello regarda par la fenêtre. Les gens marchaient dans les rues, des gens ordinaires, qui travaillaient, qui vivaient. La guerre était quelque part là-bas, au loin, mais elle était là, partout, sur leurs visages, dans leurs yeux, dans la tension palpable. Le quartier général de l'armée de l'air était installé dans un grand bâtiment en centre-ville. Sécurité, laissez-passer, couloirs ornés des portraits des commandants. Tout était strict, officiel. Gastello gardait son calme, mais intérieurement il était nerveux. Il allait rencontrer ceux qui décidaient du sort de l'aviation, des généraux, le haut commandement. Et lui, il n'était qu'un capitaine, un inconnu. Zotov s'arrêta à la porte avec une pancarte sur laquelle on pouvait lire « Chef d'état-major de l'armée de l'air ». « Entrez, ils vous attendent ». Gastello entra. 4 personnes étaient assises à table. Un colonel général, chef d'état-major, 2 généraux de division et un colonel. Tous en uniforme et décorés. « Capitaine Gastello », dit le colonel général d'une voix calme et posée. « Asseyez-vous. Nous voulons connaître votre méthode, dans les moindres détails. » Gastello s'assit. Il sortit ses notes, des dessins, des schémas, et commença à expliquer. Il parlait simplement. Pas de termes compliqués, pas de mots superflus. L'essence même de la méthode. Son fonctionnement, ses raisons d'être, ses résultats. Les généraux écoutèrent.
Ils posèrent des questions, beaucoup de questions. Gastello répondit, clairement, précisément. « Et si le vent tourne pendant le vol ?» demanda l'un des généraux de division. « Nous allons larguer une grenade fumigène juste avant d'approcher la cible. Nous allons ajuster nos calculs. » Et si le ciel n'est pas complètement couvert? Alors la méthode fonctionne toujours. Les artilleurs antiaériens ne peuvent pas voir l'avion dans les nuages. Cela leur donne un avantage. Et la précision? Quelle est la précision? Un taux de réussite de 70% avec un équipage entraîné, contre 15% pour les bombardements conventionnels à haute altitude. Le colonel général se laissa aller en arrière sur sa chaise. Il fixa Gastello un long moment. Puis il dit « Capitaine, vous avez créé quelque chose qui va changer les tactiques de bombardement. Nous allons appliquer votre méthode dans tous les régiments. Mais d'abord, nous devons former des instructeurs. Vous resterez à Moscou pendant 1 mois. Vous enseignerez. Êtes-vous d'accord ? Je sers l'Union soviétique, camarade colonel général. Parfait, vous pouvez y aller. Le commandant Zotov vous montrera vos quartiers. » Gastello se leva. Il triomphe. Il sortit. Dans le couloir, Zotov a déclaré « Ils sont impressionnés. Je l'ai vu. C'est rare. » « Ils comprennent tout simplement les chiffres, » a répondu Gastello. Passer de 15% à 70% n'a rien de miraculeux. C'est une question de mathématiques. 1 mois à Moscou passa vite. Gastello enseignait, tous les jours. Commandant de régiment, navigateur, instructeur. Il venait de tous les fronts, du nord, du sud, d'Extrême-Orient. Il expliqua, il fit une démonstration, il répondit aux questions. Certains comprirent immédiatement, d'autres eurent besoin de temps, mais tous finirent par comprendre. La méthode était simple, d'une simplicité ingénieuse. L'un des commandants, le colonel Semenov du front de Leningrad, s'est approché de Gastello après les cours. « Capitaine, j'ai une question personnelle. » « Je vous écoute. » « Comment t'est venue cette idée ? Sérieusement, comment t'est venue l'idée ? » Gastello pensa. « Je l'ai entendu, dit-il. Le bruit d'une explosion, au loin. Et j'ai pensé, le temps. Tout est une question de timing. La bombe tombe à un moment précis. Si on connaît le moment, on connaît tout le reste. Mais personne n'y avait pensé avant toi. J'ai trouvé la solution. Je ne l'ai simplement pas mise en pratique. Ce n'est pas la découverte qui compte, mais son application. Semyonov acquiesça. Sage. Merci, capitaine. Votre méthode sauvera mes hommes. Près de Leningrad, les canons antiaériens allemands, le feu était terrible. Nous perdions la moitié du groupe à chaque sortie. Maintenant, ce sera moins. Je l'espère, répondit Gastello. 1 mois plus tard, il retourna au front. À son régiment. Au sien. Moscou était intéressante, importante, mais le front, c'était chez lui. Saveliev l'a rencontré au hangar. « Alors, professeur, vous avez enseigné aux généraux ?»« Ça m'a appris, » sourit Gastello. « Parfait, parce que pendant que vous enseignez, nous, on se battait, en utilisant votre méthode. Vous voulez des chiffres ? Vouloir. » Saveliev sortit un carnet. Il l'ouvrit. Il lut. « Nous avons effectué 23 sorties de combat en 1 mois. Destruction, 4 ponts, 2 passages à niveau, 1 nœud ferroviaire, 3 dépôts de munitions. Taux de réussite, 68%. Perte d'un seul avion. Un seul, Kolia. En 23 sorties. Auparavant, nous en perdions 2 ou 3 à chaque sortie. » Gastello resta silencieux. Il écouta. Une douce chaleur se répandit dans sa poitrine. « Et ce n'est que notre régiment, » poursuivit Saveliev. « Il y en a maintenant 20, 30, 50. Votre méthode se répand, comme une vague. Et partout, les mêmes résultats. Plus de succès, moins de pertes. »« C'est bien, » dit Gastello à voix basse. « Bien, c'est formidable. Tu as sauvé des centaines de vies, Kolia, peut-être même des milliers. » Gastello ne répondit pas. Il resta simplement là, immobile, à contempler les avions. Ses avions. Son peuple. Son ciel. Octobre apporta des nouvelles. La méthode de Gastello fut employée lors d'un raid sur Königsberg. 40 avions.
Nuit, ciel couvert, tous les 40 revinrent. 3 usines militaires furent détruites. Novembre, raid sur Bucarest. 60 avions. À l'aveuglette. Précis. Le port est détruit. Perte, 2 avions abattus par la chasse. Pas par la DCA, par la chasse. Décembre, frappe massive sur des ponts en Biélorussie. 90 avions, simultanément. Coordination radio. Tous les bombardements ont lieu en même temps. D'après le chronomètre, 7 ponts sont détruits en une seule sortie. Les chiffres augmentaient. Les résultats étaient impressionnants. Le commandement était satisfait. Et Gastello continua de voler, de bombarder, de revenir. Rien de nouveau sous le soleil, comme toujours. Mais maintenant, en voyant les avions revenir, tous, intacts et en pleine forme, il pensa « Ils sont revenus parce qu'ils savaient, parce qu'ils comptaient, parce qu'ils avaient confiance en la méthode. » Et cela m'a réchauffé le cœur plus que n'importe quelle récompense. En janvier 1944, Gastello fut convoqué au quartier général du front, officiellement, avec un adjudant, avec une voiture. Le commandant du front, un général de l'armée, lui a personnellement remis l'ordre du drapeau rouge. Pour la mise au point et la mise en œuvre de la méthode de bombardement à l'aveugle, lut le chef d'état-major en citant l'ordre. Pour son courage personnel et son grand professionnalisme, le capitaine Nikolaï Fedorovitch Gastello est promu au grade de major et décoré de l'ordre du drapeau rouge. Applaudissements. Le général a accroché l'ordre à la tunique de Gastello. J'ai serré des mains. Merci, Major. Vous avez fait plus pour l'aviation que la plupart des généraux. Continuez votre excellent travail. Je sers l'Union soviétique, camarade général d'armée. Il y eut un banquet au régiment ce soir-là. Pas aussi modeste que la dernière fois. On sortit l'alcool, des conserves. On trouva même du sucre. Une vraie fête. Saveliev leva son verre. Au commandant Gastello, pour sa méthode. À nos pilotes qui ne brûlent plus en vain. Pour Gastello, cria tout le régiment. Gastello resta là, à contempler ces visages. Jeunes, fatigués, vivants. Nombre d'entre eux ne seraient pas revenus sans sa méthode. Nombre d'entre eux auraient péri brûlés vifs dans leur voiture. Mais ils sont là, vivants, riant, buvant, se réjouissant. Et c'était là la principale récompense. Pas un ordre, pas un titre, mais ces visages vivants. Petrov s'est approché et m'a pris dans ses bras. « Kolia, je suis fier, vraiment. Je vole avec toi depuis 4 ans. Et chaque jour, je me dis, voilà un vrai pilote. Pas celui qui vole de façon imprudente, mais celui qui réfléchit. Celui qui sauve des vies. Merci, mon ami. Merci, Petia. Je n'aurais pas pu y arriver sans toi. Tu as compté, tu as vérifié, tu as cru en moi. Je croyais aux chiffres, et les chiffres ne mentent pas. Ils ont bu. À l'amitié, au ciel, à la vie. Février, mars, avril. La guerre continuait. La ligne de front avançait vers l'ouest. Lentement, au prix de combats, mais elle avançait. La méthode Gastello se répandait de plus en plus. Elle n'était plus nouvelle, mais devenue une tactique standard. Les instructions précisaient « Lors de bombardements à haute altitude par visibilité réduite, utilisez la méthode de calcul du temps de Gastello. » Son nom figurait dans les documents, dans les instructions, dans les manuels scolaires. Mais Gastello, lui, n'y pensait pas. Il s'envola, accomplit sa mission et revint. Parfois, des lettres arrivaient, de pilotes inconnus, d'autres régiments, d'autres fronts. « Camarade major, merci pour votre méthode. Grâce à elle, mon équipage est revenu sain et sauf. Cher Nikolaï Fyodorovitch, votre méthode a sauvé notre groupe. Commandant Gastello, je vous salue profondément. Nous avons bombardé le pont près de Varsovie à l'aveuglette. Nous l'avons touché. Tout le monde est rentré. » Il a enregistré ces lettres sur sa tablette. Il ne les a pas relues. Il les a simplement conservées. Comme preuve que tout cela en avait valu la peine. Mai 1944. Préparatif d'une offensive majeure. Opération Bagration.
Gastello fut chargé de coordonner une attaque massive contre les communications allemandes en Biélorussie. 120 avions, 6 cibles, attaque simultanée. Le tout selon sa méthode. Il s'est préparé pendant 2 semaines. Il a tracé les itinéraires, calculé le temps, coordonné les actions de 6 régiments aériens. Un travail colossal. 23 juin, nuit. Les 120 avions ont tous décollé et rejoint leur destination. Ciel couvert, visibilité nulle. Mais tout le monde avait des chronomètres, des calculs, des coordonnées. À la seconde précise, 0 heure, 0 minute, les 120 avions ont largué leurs bombes, simultanément, sur toute la ligne de front. 6 ponts, 3 nœuds ferroviaires, 2 entrepôts. Tout a été détruit, en une nuit. Les Allemands ne comprenaient pas ce qui s'était passé. Des interceptions radio ont capturé leur conversation. Comment sont-ils arrivés là? Visibilité nulle. Sont-ils des sorciers? Non, pas des sorciers. Ils ont juste compté. Sur les 120 avions engagés, 117 sont rentrés. 3 ont été abattus par des chasseurs. Non pas par la DCA, mais par des chasseurs. Le commandant du front a personnellement remercié Gastello. Major, c'était une œuvre d'art, de l'art militaire. Merci. Juin, juillet, août, l'offensive était lancée. La Biélorussie était libérée, la Pologne était en tête. La guerre progressait vers l'ouest. Et la méthode de Gastello l'a suivie. Partout, partout, c'était devenu la norme, la tactique habituelle. À l'automne 1944, Gastello fut muté au quartier général de l'armée de l'air. Définitivement. Comme instructeur. Il résista, il voulait voler. Mais les ordres sont les ordres. « Commandant », lui dit le commandant de l'armée de l'air, « vous serez plus utile à la formation des autres. Vous avez déjà suffisamment volé. Il est temps de transmettre votre expérience. » Gastello obéit. Il devint instructeur. Il enseigna. Jour après jour, à de jeunes pilotes, à des commandants, à des navigateurs. Il a parlé de méthode, de son, de temps, de calcul, de comment ne pas mourir en vain. Beaucoup de ses élèves ont vécu jusqu'au jour de la victoire. Beaucoup sont rentrés chez eux, sains et saufs. Et ce fut sa victoire. Personnelle, silencieuse. 9 mai 1945. Victoire. Gastello l'a rencontré à Moscou, au quartier général de l'armée de l'air. Tout le monde buvait, on criait « Hurrah », on s'embrassait, on pleurait. Il se tenait près de la fenêtre. Il contemplait la ville, le ciel, le monde qui avait enfin retrouvé la paix. La guerre est finie, sa méthode n'est plus nécessaire. Mais les vies qu'il a sauvées, elles, sont toujours là. Des centaines, peut-être des milliers. Ils sont rentrés chez eux, à leurs femmes, à leurs enfants, à leurs mères. Et quelque part, ces mêmes personnes crient maintenant « Hurrah ». Elles boivent, s'embrassent, vivent. Parce qu'il avait entendu un son. Il avait compté. Il avait réfléchi. Et il avait trouvé une solution. Gastello sourit. Pour la première fois depuis des années de guerre, un large sourire, sincèrement, avec joie. La guerre prit fin. Et il survécut. Et sa méthode aida d'autres personnes à survivre. Rien d'autre n'est nécessaire. Nikolaï Fyodorovitch Gastello fut démobilisé en 1946, major de réserve, titulaire de 2 ordres du drapeau rouge, décoré de médailles et de citations. De retour à Moscou, j'ai retrouvé Tania. Elle attendait, maigre, vieillie, mais vivante. Ils s'étreignirent à la gare et restèrent silencieux. Longtemps. Aucun mot n'était nécessaire. La guerre était finie. Ils étaient vivants. Rien d'autre ne comptait. Gastello a trouvé un emploi d'ingénieur dans une usine aéronautique. Il a conçu des viseurs de bombardement, des systèmes de navigation et des instruments pour les bombardements à haute altitude. Son expérience était inestimable. Il savait ce dont les pilotes avaient besoin. Pas seulement en théorie, mais aussi en pratique. Il travaillait en silence, sans bruit.
Ses collègues ignoraient que cet ingénieur discret avait jadis révolutionné les tactiques de l'aviation de bombardement. Il n'en avait parlé à personne. Pourquoi? La guerre est finie, passons à autre chose. Des enfants naquirent, un fils, une fille. Gastello leur apprit à écouter, les sons, la paix, le silence. « Papa, pourquoi écouter ?» demanda le fils. « Parce que le monde nous parle », a répondu Gastello. « Nous avons juste besoin de l'entendre. » Il se souvenait rarement de la guerre. Il ne l'avait pas aimée. Pro de morts, pro d'amis qui ne sont jamais revenus. Petrov mourut en avril 1945, un mois avant la victoire. Berlin fut bombardée et ses avions de chasse abattus. Korolev a survécu. Il est retourné à Rostov, il a travaillé comme instituteur. Il écrivait de temps en temps à Gastello, de courtes lettres. « Je suis vivant, j'enseigne aux enfants, je me souviens de vous. Merci de m'avoir appris à ne pas avoir peur. » Saveliev atteignit le grade de général de division. Il commandait une division. Il mourut en 1953 d'une crise cardiaque. La guerre l'avait rongé de l'intérieur. Presque aucun de mes anciens amis ne me reste. Le temps, la guerre, la vie. Mais la méthode est restée la même. En 1956, Gastello fut invité à une conférence dont le thème était « Le développement des tactiques de l'aviation de bombardement pendant la Grande Guerre patriotique ». Il ne voulait pas y aller. Mais Tania l'a persuadé. « Kolya, tu as créé quelque chose d'important. Les gens doivent le savoir. » Il y alla. La salle était pleine à craquer. Officiers, historiens, journalistes, tous écoutaient les rapports, sur les tactiques, sur les avions, sur les batailles. Puis le colonel général, directeur de l'Académie de l'air, est sorti. « Camarades, dit-il, j'aimerais vous parler d'une méthode. On l'appelle le bombardement à l'aveugle Gastello. L'idée est simple, bombarder selon un calendrier précis, sans voir la cible. Cette méthode a été mise au point en 1943 par le capitaine Gastello. Grâce à elle, le taux de réussite a quadruplé et les pertes ont été divisées par 5. On estime qu'elle a sauvé la vie d'au moins 2000 pilotes. 2000. Gastello était assis dans le hall et écoutait. Il avait la gorge serrée et les yeux humides. 2000 vies. Il ne savait pas. Il ne comptait pas. Il travaillait, tout simplement. Mais il s'avère qu'il y en a 2000. Après le rapport, un colonel aux cheveux gris s'approcha de lui. Un vieil homme, avec des médailles sur la poitrine. « Êtes-vous Gastello » ? J.E. « Je m'appelle Morozov, Piotr Morozov. J'étais pilote en 43. Ils ont bombardé un pont près de Smolensk, à l'aveuglette. Votre méthode. Nous l'avons touché. Tous les pilotes sont revenus. Je voulais vous dire... merci. Sans vous... je ne serais pas là aujourd'hui. » Il lui tendit la main. Gastello la serra, tremblante, vieille, reconnaissante. « De rien, dit-il. Je voulais juste aider. » « Tu as aidé. Tu as vraiment aidé. » Toute la soirée, des gens s'approchaient de Gastello. De toutes sortes, jeunes et vieux, officiers et civils, tous disaient la même chose. « Merci. Votre méthode m'a sauvé. Mon père a traversé votre système. Il est revenu vivant. J'ai formé des équipages à votre méthode. Beaucoup ont survécu. » Gastello écouta. Il le remercia. Et il comprit. Ce qu'il avait fait en 1943 n'était pas qu'une simple méthode. Il s'agissait de vie, réelle, concrète. Il est rentré chez lui le soir. Tania l'attendait à la porte. « Alors, comment ça va ?»« D'accord, répondit-il. Ils m'ont dit que j'avais sauvé 2000 personnes. »« Et vous en doutiez ?»« Non, je ne pensais tout simplement pas aux chiffres. Pour moi, c'était juste des personnes, mes camarades. » Tania l'a serré dans ses bras. « Tu es quelqu'un de bien, Kolya. Tu l'as toujours été. » Il est mort en 1972, à 70 ans. Crise cardiaque. Rapidement, sans douleur. Exactement comme il le souhaitait. Les obsèques furent modestes. Famille, amis, collègues de l'usine. Mais d'autres sont venus aussi. Des étrangers, des hommes plus âgés, aux cheveux gris, avec des cannes, avec des médailles sur leur veste.
Anciens pilotes. Ceux qui ont volé selon sa méthode. Ceux qui ont survécu. Ils étaient 11. L'un d'eux, un vieil homme, s'approcha avec difficulté du cercueil. Il déposa une photographie sur le couvercle. Une photographie usée. Une vieille photographie. La photo montre un PE2. On peut lire à la craie sur le côté « Vol le long de Gastello, retour vivant ». « Merci, Major », murmura le vieil homme. « Sans vous, je ne serais pas là. » Cette photographie a ensuite été remise à la famille. Elle est toujours conservée par les petits-enfants de Gastello. Encadrée. À une place d'honneur. La méthode de Gastello fut utilisée jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Puis vinrent le radar, les systèmes de guidage et les armes de précision. La méthode devint obsolète. Mais le principe demeure. La précision par le calcul, l'efficacité par les mathématiques. Sauver des vies par l'intelligence, non par la force brute. Ce principe est encore utilisé aujourd'hui. Dans l'aviation moderne, dans l'artillerie, dans les forces de missiles, partout où la précision est nécessaire. Tout a commencé avec un homme qui a entendu une explosion et s'est dit « Et si… » Vous vous souvenez de ce que j'ai dit au début ? 47 avions, 7 jours, 0 résultat. Et puis un type est arrivé et a dit « Je vais lancer à l'aveugle ». Et il l'a fait. Et il a atteint la cible. Vous savez maintenant comment cela a été possible. Ni miracle, ni chance, juste du calcul. Et un homme qui savait écouter. Les sons, le temps, le silence entre les explosions. Parfois, à la guerre, ce n'est pas celui qui possède le plus d'armes qui gagne, mais celui qui a la tête la plus claire. Nicolai Gastello n'était pas un héros au sens classique du terme. Il ne chargeait pas ses ennemis, il ne chargeait pas à la baïonnette, il ne criait pas « Pour la patrie !» Il a simplement réfléchi. Et sa réflexion a sauvé 2000 vies. Cela suffit à retenir. Les oiseaux volent encore dans le ciel au-dessus du Dniepr. Le fleuve coule. Les ponts sont toujours là. De nouveaux ponts. Calme. Et quelque part dans les archives, un document prend la poussière. Méthodologie pour le bombardement des cibles invisibles du système Gastello. Secret. 1943. Ce n'est plus un secret. La guerre est terminée depuis longtemps. Mais les vies sauvées grâce à cette méthode demeurent. Les descendants de ces pilotes, leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants. Ils vivent, ils travaillent, ils aiment, ils sont heureux. Et ils ignorent que leur existence a commencé lorsqu'un homme, en 1943, a entendu un son, et a compté, et a compris. C'est peut-être là le véritable exploit. Sans bruit, sans ostentation, discret. Sauver des vies, n'en faites pas tout un plat. Passez à autre chose. Nikolai Fedorovitch Gastello, major de réserve, ingénieur, père, époux. L'homme qui a compté les secondes et sauvé des vies. Sa méthode est tombée dans l'oubli. Son nom n'est quasiment jamais mentionné dans les manuels scolaires. Mais quelque part là-bas vit un vieil homme qui, en 1943, a bombardé un pont à l'aveuglette et l'a touché. Et est revenu. Et a vécu assez longtemps pour voir ses petits-enfants. Et lorsque le petit-fils lui demande « Grand-père, comment as-tu survécu à la guerre ?» il répond « Je comptais, petit-fils. Je comptais, tout simplement. »